Voilà, l'enregistrement est lancé. On est donc parti pour une nouvelle session du Lab des praticiens. Comme d'habitude, l'objectif de ce lab, c'est qu'on passe un petit moment ensemble à décrypter la séance que l'un ou l'autre d'entre vous nous présentera, et sur laquelle il a soit rencontré une difficulté, soit il a été assez content de ce qu'il a fait, et il le met à la présentation de chacun, de façon à ce qu'on puisse le débriefer tous ensemble. Pour ce faire, je vais vous expliquer, vous avez le petit logo main pour lever la main, le petit logo envoie une réaction si vous voulez réagir sur quelque chose qui est en train d'être dit par quelqu'un pour éviter de leur couper la parole. Sur ce, je vous laisse la parole. Qui a envie de présenter une séance sur laquelle il a eu une problématique aujourd'hui? Alors, Nathalie, tu as ton micro qui est coupé. Pardon, si personne se lance, j'y vais. Hein. Ok. Quelqu'un d'autre? Personne? Tout le monde est ok pour que ce soit Nathalie? Eh bien, allez, Nathalie, c'est toi qui as l'honneur aujourd'hui de pouvoir profiter du lab en présentant une de tes séances. Ok, alors, j'ai récupéré mon dossier, du coup, je me suis dit, alors, c'est un monsieur que j'ai reçu 3 fois, donc la 3e fois ce matin. Au début, ce monsieur vient me voir parce qu'il m'appelle en me disant qu'il veut perdre du poids, qu'il n'a plus de motivation, qu'il n'a plus la niaque pour travailler. Voilà, des petites choses comme ça, simples, il me dit au téléphone. Donc, je le reçois une première fois. C'est un monsieur qui a 58 ans, qui avant avait une entreprise, qui était à son compte. Ça n'a pas bien marché, donc finalement, il en avait marre, c'était compliqué et tout. Donc, il est retourné travailler pour un patron et il a été licencié il y a quelques mois. Donc, c'est un coup dur, parce qu'à 58 ans, il a du mal. Il me dit qu'il fait l'andropause. Donc, je lui demande s'il a été voir quelqu'un, s'il a fait des analyses et tout. Il me dit que non. Donc, je lui dis gentiment que quand même, pour être sûr qu'il est en andropause, j'aimerais bien quand même qu'il voie un médecin pour faire des tests, quand même, pour savoir. Il me dit que son manque de niaque vient de là, de son andropause, que du coup, il a plus d'énergie et tout. Alors, je lui dis quand même qu'en discutant, je lui dis quand même à 58 ans, hein, ne plus être trop motivé pour travailler, on arrive un petit peu au bout. Enfin voilà, on échange tranquillement. Donc, première séance, et après, il m'explique aussi pendant la première séance qu'il a un rapport avec l'argent qui est compliqué, qu'il n'arrive pas à mettre l'argent de côté, qu'il a beaucoup de colère, qu'il est très en colère après la maison sur laquelle il a une maison avec sa femme, il travaille dessus, fait des travaux depuis pas mal d'années. Donc, c'est un peu un rapport avec cette maison. Je t'aime moi non plus, je veux la finir, c'est ma maison, mais en même temps, j'en ai marre. Et il me dit aussi qu'il veut acheter une moto, donc c'est pour ça qu'il veut mettre de l'argent de côté. Il a beaucoup de problèmes avec l'injustice. Il part beaucoup dans l'émotion en me disant qu'il a peur du décès de sa maman, qui a 87 ans. C'est quelqu'un qui est très branché spirituel. Il me parle de guide. Il a un guide. Voilà. Donc, première séance, moi, je travaille souvent en première séance. J'y vais tranquillement parce que déjà, j'ai pris du temps pour échanger. En général, je prends bien une bonne demi-heure, des fois même un peu plus, 40 minutes, des fois pour discuter. Lui, c'est un monsieur que j'ai beaucoup du mal un peu à canaliser parce qu'il parle beaucoup. Donc, j'essaye un petit peu. Donc, première séance, je fais quelque chose d'assez simple. Déjà, je vois un peu comment il part en hypnose. Je travaille. Donc, je travaille pas beaucoup en métaphore. C'est pas quelque chose qui me correspond, mais souvent en première séance, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup sur une détente du corps, libération du stress avec l'inconscient et je fais une sorte de nettoyage de printemps que j'utilise avec une montgolfière où dedans il peut mettre tout ce qu'il a trop lourd à porter, sentiments, émotions, tout ça. Bref, première séance se passe, il revient la deuxième fois, il me dit qu'il a beaucoup moins de colère, que ça lui a fait beaucoup de bien. On discute et de là, il commence à me dire que donc il a toujours quand même
c'est difficile et que c'est compliqué, c'est très compliqué avec son épouse. Qu'en fait, il pense qu'il ne l'aime plus, mais qu'il ne veut pas lui dire, qu'il ne veut pas la quitter parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a la maison, puis il n'a plus de travail. Bon. Et il me dit qu'en fait, ce qu'il veut surtout travailler cette fois-là, c'est son côté dépensier. Donc, il a une partie en lui qui est très dépensière et une partie en lui qui dit qu'il faut économiser. D'accord, donc on discute un petit moment et que vraiment, là, ce qu'il veut travailler cette fois-là, c'est son rapport avec l'argent. Je dis OK. Il me reparle de sa femme, qu'il n'a plus d'attirance pour elle, qu'il regarde un peu les autres femmes, qu'il commence à regarder les autres femmes, qu'il a beaucoup de remises en question et que surtout, il me parle beaucoup qu'il n'arrive pas à rebondir. D'accord, donc on part en hypnose et là, je travaille en négociation des parties. Donc, je fais venir, je ne travaille pas en signaling, je fais venir vraiment, parce que comme il est très branché quand même spirituel, j'utilise un petit peu ça en me disant, bon, ben, je vais faire venir un petit peu la partie de lui qui est dépensière, d'un côté, en lui laissant le libre choix de comment elle va apparaître, la forme, la tête, tout ça, ce qu'il veut, et l'autre partie qui veut économiser. Donc, je commence à lui demander d'interroger de la partie dépensière, qu'est-ce qu'elle veut, quel âge elle a, comment elle s'appelle, de quoi elle a besoin, enfin, des choses que j'ai appris et que j'utilise de temps en temps, que j'aime bien quand même. Donc, la partie dépensière, il me dit que en fait, ce qu'elle veut, c'est le soumettre. Elle veut le tyranniser, qu'elle n'a pas de respect pour lui, qu'elle est très vieille, que son besoin, c'est de rire. Une partie assez noire. OK ? Donc, je me dirige vers l'autre partie. L'autre partie, elle est beaucoup plus jeune. Elle représente la joie, le bonheur, la stabilité, qu'elle a 10 ans et qu'elle a besoin. Et là, il arrive quelque chose dont il ne m'avait pas parlé, qu'elle a besoin de la colère de son père pour détruire l'autre partie. Donc là arrive un petit peu une histoire où il y a une partie qui veut complètement détruire l'autre, qui est complètement l'autre. Donc la partie qui veut économiser, elle a une haine assez viscérale envers la partie dépensière. Donc j'essaye de négocier un peu tout ça tranquillement, en respectant chacune des parties, en faisant comprendre qu'il ne faut pas détruire ou plus l'une ou plus l'autre. Et il commence à me parler beaucoup de son père, qui a de colère avec son père, il y a beaucoup d'émotions. Je discute, donc je fais un gros travail pour négocier, tout en respectant vraiment les valeurs de chaque partie, pour essayer que l'une aide l'autre. Donc, c'est assez compliqué, hein. J'avoue que j'ai bien ramé, beaucoup même. J'ai réussi à trouver un accord quand même, pour que quand même la partie qui veut économiser, elle écoute quand même ce que dit la partie dépensière et que la partie dépensière écoute l'autre. Donc, de ce qui me revient, c'est ça. J'arrive à trouver un accord et un compromis. Donc, j'essaye vraiment, mon but, c'est vraiment d'essayer de faire grandir chaque partie, qu'elle puisse trouver de l'aide dans l'autre et qu'elle s'écoute quand même, qu'il y ait vraiment un équilibre. Je ne veux pas qu'il y en ait une qui disparaisse parce qu'en fait, c'est ce que veut. Il y en a une de partie, elle veut vraiment détruire l'autre. Donc, moi, je me dis quand même que chaque partie est importante et donc il ne faut pas la détruire et qu'elle chacune a son importance, qu'elle a des besoins. Donc, j'essaye voilà, de faire tout ce travail. Une fois que c'est fini, en fait, il m'explique que son père a été accusé de pédophilie à la fin de la séance, quand il revient, qu'il a fait 2 ans de prison et que lui, il a subi des attouchements de son père. Donc là, je me dis, je marche un peu sur des œufs. Je lui conseille d'essayer d'aller voir un psy ou quelque chose. Alors, il ne veut absolument pas. Bon, la séance, elle se finit. Donc, il est revenu ce matin. Ce matin, il me dit qu'il se sent beaucoup, beaucoup mieux, qu'il a beaucoup moins de colère, qu'il a plus d'apaisement, qu'il est allé voir le film dont on parle. Là. Moi, je ne l'ai pas vu du tout, Les Survivantes, là, dont tout le monde parle. Voilà. Que du coup, ça lui a procuré beaucoup de colère, qu'il me parle beaucoup d'injustice, il me parle beaucoup de sensations de vide, de manque, de sentiment d'être en attente de rencontrer quelqu'un de nouveau parce qu'il retrouve plus ce qu'il veut avec son épouse.
Alors, comme je n'avais pas trop envie de repartir en hypnose avant de vous voir pour essayer d'en parler, pour me dire ce que vous en pensiez un petit peu tous, j'ai été formée au mouvement oculaire. Donc, je me dis, je vais faire un peu de mouvement oculaire sur la colère qu'il a après son père. Donc, ce matin, c'est ce que j'ai fait. En essayant de… Alors, mouvement oculaire, je l'utilise pour beaucoup de choses. Là, dans le cas des attouchements, honnêtement, je ne savais pas si je pouvais l'utiliser ou pas. J'ai essayé en me disant, je vais voir un peu ce que ça donne. Soit je vais me faire jeter tout à l'heure au lab des praticiens, soit pas. Et donc, en fait, je lui ai demandé quelle scène il voyait. Je ne voulais pas le plonger trop dans la scène, donc je l'ai vraiment dissocié. Il ne m'a pas raconté la scène. Il y avait beaucoup de colère, mais du coup, on est passé, j'ai fait du mouvement oculaire, on est passé de 12 au niveau de la colère à 2. Ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien, le mouvement oculaire. Et puis, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je travaille avec Anna Gallet, et j'ai vu il n'y a pas longtemps un truc qu'elle avait fait, une visio avec une dame qui avait subi des attouchements, pas subi des attouchements, qui avait des problèmes avec sa maman. Et quand elle avait travaillé avec elle, en fait, elle lui avait demandé de donner de l'amour à la petite fille qui avait subi la colère de la maman, et elle n'y arrivait pas. Et donc, elle avait utilisé une technique. Et là, en fait, pendant le mouvement oculaire, je lui ai demandé s'il voyait le petit garçon et s'il pouvait lui donner de l'amour. Des fois, c'est ce que j'utilise en mouvement oculaire. Il me dit, je ne peux pas. Donc, j'ai fini mon passage de mouvement oculaire et après, en fait, je lui ai demandé, comme il était quand même partiellement un peu en transe aussi sur certaines choses, de fermer les yeux, d'aller voir ce petit garçon et d'essayer de lui donner de l'amour. Donc, il me dit, je ne peux pas. Donc, je lui ai dit de faire un pas de côté et d'observer ce petit garçon avec d'autres yeux et de me dire qu'est-ce qu'il voyait comme côté positif à ce petit garçon. Donc, il m'a sorti plein de choses. Il m'a dit, c'est un petit garçon qui est espiègle, qui a beaucoup d'énergie, qui a plein de choses comme ça et tout. Donc, une fois qu'il m'a donné tout ce qu'il voyait de beau dans cet enfant, je lui ai dit de refaire un pas pour revenir à sa place. Et à partir de là, à partir du moment où il avait vu des belles choses, parce qu'en fait, il lui en voulait à cet enfant de ne pas avoir fui pendant les attouchements, de ne pas être parti. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas lui donner de l'amour et qu'il était en colère après lui. Du coup, quand il est revenu, qu'il a refait ce pas de côté, donc c'était dans sa tête que je lui ai fait faire, je lui ai demandé si là, maintenant, en l'ayant vu sous un autre angle, il pouvait lui donner de l'amour. Il m'a dit oui. Et du coup, en fait, il a pu lui donner énormément d'amour. Ça lui a fait énormément de bien. Il s'est senti vraiment… il m'a dit, ça m'aide beaucoup. Il me dit, et là, du coup, je ne suis plus en colère après lui, après ce petit garçon. Je me sens apaisée, je me sens soulagée. Voilà, en fait, j'ai essayé à chaque fois de ne pas trop le guider, de le laisser faire vraiment. Et ça lui a fait énormément de bien. Donc, il a donné beaucoup d'amour. Il m'a dit, bah, du coup, je le prends dans les bras, je le serre fort, je lui dis que je l'aime. Enfin, il s'est vraiment réconcilié. Donc, je lui ai fait réouvrir les yeux. J'ai refait un passage en mouvement oculaire et j'ai arrêté là parce que je me suis dit qu'on avait fait déjà pas mal de choses. Et là, il se sentait beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Il avait plus de colère. Et je lui ai demandé, du coup, quand il repensait à cette scène, qu'est-ce qu'il ressentait. Il m'a dit, je ne ressens plus rien. Et voilà, j'ai terminé ma séance comme ça. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, sachant que c'est un trauma un peu compliqué, si j'aurais dû, pas dû, sachant qu'il ne veut voir personne d'autre. Je lui ai déjà proposé d'aller voir un psy ou quelque chose. Il n'a jamais été suivi pour les attouchements. Personne n'est au courant dans la famille. A priori, il n'y a que sa femme à qui il en a parlé. Il n'en a jamais parlé à personne. Il m'a dit, vous êtes la première à qui j'en parle, je n'en ai jamais parlé à personne. Ok, super présentation. On peut remercier Nathalie pour ce suivi de 3 séances. Je ne vais pas faire de rappel et de reformulation comme on fait d'habitude parce que c'était quand même assez long et c'était très bien expliqué par Nathalie. Est-ce que ça vous va à tous? Est-ce que vous avez tous bien compris tout ce qui s'est passé? Vous avez pris des notes? Oui? Super. Le problème initial, c'était perte de poids, la première raison pour laquelle il est venu? Oui, au début, il est venu pour perdre du poids et pour retrouver la niaque. Il me dit qu'il n'a plus de niaque et que lui, il le met sous le fait qu'il fait l'andropause.
il n'a plus niaque, il n'a plus d'énergie ni pour travailler. Là, il me dit qu'en ce moment, il est au chômage. À côté de ça, il a quand même un CESU, je n'ai pas très bien compris, mais ce n'était pas important, donc je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais en fait, il n'a aucune énergie. Il se lève, il sait qu'il faut qu'il avance les travaux sur la maison, il bosse 2 heures, mais il a perdu le goût à tout. Voilà. Il n'arrive pas, il se sent en panne. Voilà, ces mots, c'est je suis dans un état d'attente perpétuelle, je me sens en panne. J'ai le sentiment d'être en attente surtout, y compris en attente de rencontrer une nouvelle femme. Il a envie de faire l'amour, mais pas avec sa femme. Il a beaucoup de colère. Et il a le sentiment d'être en panne, voilà, d'être bloqué. Ça, c'était la première séance. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous notez, vous tous, de l'évolution qu'il y a entre la demande initiale du sujet et la totalité des travaux qui ont été mis en place pendant les 3 séances et le résultat final? Enfin, le résultat tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il va peut-être revenir te voir, ce monsieur, tu ne sais pas encore. Oui, C'est prévu, c'est pas prévu. oui, c'est prévu dans 15 jours. D'accord. Qu'est-ce que vous notez déjà? C'était une grosse. Ah, pardon. Asia, vas-y. J'ai été impolie, je vais peut-être laisser la place à Daniela. Daniela. Vas-y, pas de souci. Merci. Il y a une grande évolution sur la thématique, on n'est plus du tout sur la même thématique et j'ai l'impression que là, on est au cœur du sujet. Ok, donc de manière plus générale, ce qu'on peut noter, et ce que dit Asia de manière très logique, attends, je vais déjà laisser parler Daniela, et après on va. Daniela, dis-moi. Je rejoins un petit peu Asia. Il y a en fait, on travaille un peu par couche, je dirais. Donc, il y a eu voilà, quelque chose qui a disparu, en tout cas cette tension qui était en lui, donc cette séance de relaxation où il était un peu, voilà, j'enlève un peu tout ça. Après, on a rencontré une autre chose, donc c'était son insatisfaction générale, je dirais, pour après arriver finalement à quelque chose de beaucoup plus profond qui fait partie de son histoire. Donc, une sorte de cheminement euh, qui a lieu. Voilà. Très bien, donc de manière très générale, en fait, le truc qu'on peut remarquer là, qui est extrêmement important pour tout praticien, de débutant à expert, c'est que le problème initial pour lequel votre sujet vient peut être à 1000 lieues des choses que vous allez travailler. Ce monsieur, en aucun cas, on a abordé un seul instant la perte de poids. Il est venu avec ça, c'était ses premiers mots, et depuis, fini, on n'en a plus parlé. La notion de croire qu'il est en andropause, la notion de tout ça, pareil, on n'en a pas reparlé. Et pour autant, ce qu'on peut remarquer, c'est que au fur et à mesure des séances, il vient en annonçant qu'effectivement, il se sent mieux, moins en colère, moins fatigué, moins oppressé. Donc on joue aussi sur la totalité des choses qu'il pensait, lui, rattacher à l'andropause. Andropause qui, de fait, de manière scientifique, déjà, n'a pas forcément d'impact sur votre manière de vivre et sur votre rapport physiologique. C'est juste une baisse de la stimulation de la testostérone au sein de votre corps pour un homme, et un homme ne peut absolument rien ressentir en subissant cette baisse de production de testostérone par le corps. Donc, en soi, effectivement, on n'a pas les compétences, nous, même en se renseignant sur net, de savoir si oui ou non il peut y avoir sujet d'andropause. Et tu as eu un bon réflexe, là, Nathalie, c'est de renvoyer vers des professionnels qui seraient compétents à pouvoir possiblement poser ce diagnostic ou l'infirmer. Puisqu'après tout, c'en est pas encore un. Il s'est juste lui-même autodiagnostiqué et il s'est même lui-même posé cette croyance-là. Bref, ça c'était juste pour introduire. Maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant dans tout le travail qui a été mis en place, c'est qu'est-ce qui vous a attiré, quelle petite chose vous a stimulé dans la présentation de Nathalie? Mathieu.
L'élément que je relève, c'est, si j'ai bien écouté, à un moment donné, lui te parle d'une partie de lui qui a une forme de colère. Enfin, il amène le truc des parties et toi, tu t'en empares et tu l'amènes sur une négociation entre les parties. Donc, tu utilises ce qu'il t'apporte à ce moment-là. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, en fait, j'ai apporté. C'est-à-dire qu'au début, comme il voulait vraiment travailler sur cette partie dépensière, il voulait arrêter. Donc, il avait vraiment cette dualité avec cette partie qui dit non, mais je veux dépenser, je m'en fiche, je dépense de l'argent, et cette autre partie qui dit non, mais moi, je veux économiser. Donc, je me suis dit, bon, ben, vu que c'est ce qui m'amène et qui me demande, on va faire une négociation des parties. J'aime assez bien la négociation des parties. Alors, je l'emploie des fois différemment en signaling, d'autres choses. Mais j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien jouer. J'aime bien rééquilibrer un petit peu les gens dans leur truc. Donc, effectivement, j'ai joué là-dessus. Et je me suis aperçue qu'en fait, ces deux parties-là étaient beaucoup plus. C'était pas que le dépensier, c'était pas que le lié à l'argent, le fait de dépenser et le fait d'économiser. Il y avait des choses plus sombres dans chacune des parties. Sylvain. Après, tu as dit que du coup, il y en avait une partie qui voulait oblitérer l'autre. Je suis curieux de pourquoi tu as refusé ça alors que ça me paraît logique. Si tu es à la fois dépensier et pas dépensier, si tu veux arrêter d'être dépensier, bah, faut enlever la partie qui est dépensière. Ben non, je ne suis pas d'accord parce que je pars du principe que chaque partie de nous a toujours une utilité et que en fait, il faut juste comprendre pourquoi cette partie, elle veut dépenser. Et peut-être qu'une fois que j'ai trouvé cette utilité, et ben, au lieu de dépenser, elle va peut-être agir autrement. Mais est-ce que ton patient est d'accord avec ça? Ben, en fait, si tu veux, la partie qui veut dépenser, ben, moi, après, c'est comme ça que j'ai appris aussi. On m'a toujours dit que les parties qu'on a au fond de nous sont toujours importantes et qu'il faut juste rééquilibrer ces parties pour qu'elles s'agissent de façon différente, mais pas enlever les parties qui sont en nous. Moi, j'estime que ce n'est pas à moi, si lui, après, il veut la détruire, mais j'estime que ce n'est pas à moi de… Ben, c'est dans ma façon de travailler, en fait. Bah justement, parce que là, tu es dans le cas où justement, il veut la détruire. Donc que toi, tu ne proposes pas de la détruire, je comprends. Mais comme lui t'amène cette solution-là. Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il veut pas la détruire, il veut moins dépenser, il veut économiser. Mais on a tous besoin, quelque part, je pense, de dépenser. Il aime bien quand même faire des choses. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Enfin, je sais que moi, c'est dans ma façon de travailler. Ok. Jérémy. Je ne sais pas. Jérémy, il faut que tu allumes ton micro, sinon ça ne marche pas. Ah, exact, pardon. Là, du coup, c'était une partie qui voulait oblitérer l'autre. Mais le sujet en lui-même, avec, si on le dissociait en fait de cette partie-là, peut-être qu'il aurait dit, bah non, en fait, je veux garder les deux. Pour moi, il n'y avait aucune indication qui permettait de dire que le sujet en lui-même voulait oblitérer une partie ou l'autre. C'était juste l'une des parties qui voulait oblitérer l'autre. On va retenir ça un petit peu encore. Mathieu? Ouais, dans la même veine, ça m'aurait intéressé de savoir ce que l'autre partie, qui peut-être entendant que la partie numéro 1 voulait l'oblitérer, ce qu'elle avait à dire et est-ce qu'elle avait comment elle ressentait ça pour aller dans la logique d'une négociation et voilà. Ah ben oui, ça, j'ai demandé. Ça, j'ai demandé. Donc, effectivement, la partie dépensière, elle, en fait, après, quand j'ai fini ma négociation, elle était beaucoup plus apaisée et elle était d'accord pour, en fait, moins dépenser, pour que l'autre partie puisse économiser et que chacune a trouvé un accord pour que, en fait, parce que enfin, moi, je pars dans ma logique qu'on a tous, quelque part, envie de dépenser un peu d'argent. Si j'enlève totalement la partie dépensière, le mec, à la limite, on va dire que si on part dans l'extrême, il va devenir complètement radin, il ne va plus dépenser. Et moi, je pense que, enfin, moi, c'est vraiment dans ma fonction de travailler et c'est quelque chose, moi, je pars toujours dans l'équilibre. Je ne veux pas détruire quelque chose. Ouais, mais ça, c'est vraiment ta manière de penser personnelle. Moi, je trouve que moi, je dépense, mais je me porte. Chaque fois que je dépense parce que je suis obligé, bah ok, mais peut-être que je trouve ça super.
Alors, dans ces cas-là, je pars du principe qu'il ira voir quelqu'un d'autre, mais pas moi. Ce n'est pas ma façon de travailler. Moi, je ne suis pas là pour détruire une partie. Daniela. Cette négociation entre les parties, c'était la deuxième séance, c'est juste, Nathalie? Oui, c'est ça. C'était la deuxième séance. Si je regarde un peu le tout, j'ai l'impression que voilà, c'était une couche à enlever parce qu'après, il se sentait quand même apaisé par rapport à ça. Donc, je ne vois pas trop, en fait, finalement, l'importance de trop appuyer là-dessus. Je vois plus comme une sorte de stratégie, en fait, de sa part à lui pour arriver à quelque chose d'autre. Et finalement, on arrive au point où il parle de son père. Et là, il y a plein de choses, à mon avis, beaucoup plus intéressantes dans sa systémique, en fait, antérieure. Voilà. Alors, je rejoins ce que tu dis parce que pour moi, dans les mots qu'il a employés, donc j'essaye de ne pas interpréter, mais si tu veux, dans les mots qu'il a employés, dans ce conflit qu'il y avait entre ces deux parties, je pense que la partie dépensière, elle représente un peu son père. Et elle représente la colère qui est en lui par rapport à son père. Parce que cette partie-là, il a employé des mots qui étaient quand même assez violents, qui étaient le tyranniser, le non-respect de lui. Cette partie-là, quand je lui disais qu'est-ce qu'elle veut me tyranniser. De quoi elle a besoin? Elle a besoin de rire. Donc c'est une partie qui est importante. Elle a besoin de rire, cette partie. Elle avait besoin de le soumettre comme son père le soumettait, en fait. Donc, bon, c'est une interprétation, hein, de toute façon, oui, voilà, on ne peut pas tout savoir. Mais avec ta troisième séance, c'est vrai qu'il sort des choses qui font le lien avec tout ça. Mais moi, je vois plutôt vraiment comme une sorte de stratégie, ce qui est possible pour lui d'aborder à ce point-là, à ce moment-là, avant d'aller justement d'une manière claire dans ce qui est en train de le blesser. Voilà, c'est mon avis. Jérémy. Alors effectivement, hein, les deux façons de travailler entre Sylvain et Nathalie, ça s'est basé sur vos interprétations et votre façon de faire qui est personnelle. Et justement, je voulais revenir par rapport à cette partie qui est très vieille, avec justement là le fait que justement elle veut tyranniser. Et c'était de savoir si tu avais creusé un petit peu cette partie et de savoir si tu savais pourquoi, enfin si tu avais demandé pourquoi elle voulait tyranniser et comment faire justement pour rééquilibrer un peu les choses. J'ai un trou là, je ne sais plus, parce que celle-là de séance, elle date d'il y a 3 semaines. C'est pas grave si tu peux pas répondre, Nathalie. Me dire je sais pas. Non, je sais pas. C'était juste pour avoir un point de précision, parce qu'effectivement, la partie du coup qui la partie qui veut économiser disait qu'elle avait besoin de la colère de son père pour détruire l'autre partie qui cherchait justement à la tyranniser. Oui. Et du coup, si la partie qui cherchait à la tyranniser, comme tu l'as interprété, pouvait correspondre au père, ben là, ouais, il y a un petit truc qui me gratte là-dessus. Mais alors, ce qu'il y a aussi, c'est que je me suis retrouvée tellement, je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive. Alors déjà, il parlait très doucement. Des fois, j'avais énormément de mal. Bientôt, limite, je mettais mon oreille à côté de sa bouche pour entendre ce qu'il disait. Je me suis dit, on va y aller doucement, on va réfléchir et au pire, on y reviendra. J'ai réussi à la fin à avoir un équilibre pour que chacun, que ce soit la partie dépensière, elle avait besoin de rire, en fait, pour moins dépenser. Les deux, de ce que tu as dit, donc la partie dépensière, elle avait besoin de rire, et en fait, la partie économe, elle a besoin de rire, elle représente le bonheur et la stabilité. Et l'autre avait besoin de colère. En fait, chacune avait besoin de ce que l'autre avait. C'est pour ça que j'ai joué là-dessus. Parce qu'en fait, dans les demandes de chacune, il y avait ce qu'avait l'autre. C'est-à-dire que la partie dépensière, pour moins tyranniser, elle avait besoin de rire.
Et ce rire, il était dans l'autre partie. Et l'autre partie, elle avait besoin d'un peu plus de colère. Donc, j'ai essayé de jouer avec ça pour trouver un équilibre, pour que chacune grandisse avec ce que lui a apporté l'autre, mais en étant moins nocive. Mais du coup, là, ta stratégie est justifiée, au final, de ne pas oblitérer l'une ou l'autre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Sylvain, Maintenant, j'ai un doute. Celle qui a besoin de colère, c'est là. L'économe. Qui veut économiser. Très bien. Et du coup, dans la séance d'après, avec tes mouvements oculaires, tu enlèves la colère, c'est juste? Alors, j'ai travaillé sur la colère qu'il a par rapport à son père, par rapport aux attouchements. C'est là-dessus que j'ai travaillé. En Donc, fait, c'était pas la dès même que- colère qu'avant? non, ce n'était pas la même chose. Là, j'ai D'accord. travaillé sur le trauma, en fait, en mouvement oculaire. Mais c'est toujours la. Il t'a dit non, non, c'est pas du tout la même colère que cette partie-là, ou on est toujours sur cette colère-là? En fait, quand il m'a parlé de la colère, il était en transe. Donc, si tu veux, c'est la partie qui m'a parlé. Oui, alors. Et là, ouais. Et là, en fait, si tu veux, c'est quand il a recommencé à me parler des attouchements. Et là, j'ai vu, en fait, je l'ai vu dans ses expressions, dans son visage et tout. Enfin, il s'est crispé, il s'est fermé. Il n'arrivait plus à parler. C'était vraiment bloqué là. Cette colère qu'il a après lui-même, après l'enfant et après son père, parce qu'il n'est pas parti, parce qu'il a subi ses attouchements, parce que voilà. Donc, il a énormément de colère. Donc, je me suis dit, je vais travailler en mouvement oculaire sur l'événement pour apaiser déjà l'événement. Je ne sais pas si Ok. c'est dû ou pas. Donc, mais du coup, ma question était au niveau stratégique. Toi, tu n'as fait aucun lien entre la colère de la deuxième séance et la colère de la troisième? Non, Non. j'ai pas cherché là-dedans, en fait. Là, j'ai voulu juste travailler sur cette. Parce que, en fait, quand il est arrivé, il m'a dit qu'il était beaucoup moins en colère. Ok. Mais par contre, quand il m'a reparlé de son père et de l'événement en lui-même, des attouchements, et là, il a commencé à me dire, je me demande s'il n'y a pas eu autre chose que des attouchements, si ça n'a pas été plus loin. Ok. Asia. Micro. Pardon. J'allais partager une réflexion générale, comme une invitation à réfléchir tous ensemble dans les sujets du trauma lié à l'inceste. Cette part qui veut s'autodétruire ou qui veut détruire l'autre, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer assez fréquemment. Et il y en a qui théorisent ça comme une forme de syndrome de Stockholm. Parce que l'enfant, il est, enfin voilà, la personne qui a perpétré qui a fait ce qu'elle a fait, c'est quand même le parent. Donc il y a une loyauté familiale, il y a les enjeux psychologiques qui peuvent être vraiment très importants. Donc effectivement, l'idée enfin, je rejoins aussi bien l'idée de Sylvain qui dit bah, si la personne elle décide de détruire, qui suis-je moi pour refuser? Mais je rejoins Nathalie sur le fait que c'est pas lui qui veut détruire, c'est une négociation en fait. C'est deux parties entre elles qui veulent se détruire l'une l'autre. Et même si ça paraît comme une interprétation, euh, la partie qui veut dépenser, elle veut le soumettre, le tyranniser, elle veut rire. Et l'autre part, euh, Nathalie a dit besoin de la colère de son père pour détruire l'autre partie. Donc, même si on a l'impression que ces émotions et ces choses-là, elles sont complètement à l'extérieur du trauma, mais il y a quand même un lien, d'autant plus que le trauma, il est remonté à la fin de la séance, de cette séance-là spécifiquement, où le monsieur, il a partagé euh, son expérience, où il a pu finalement verbaliser ce qu'il a vécu. Maintenant, dans les thérapies avec les états du moi, je me pose la question si c'était une négociation de parties habituelle ou si on est tombé sur vraiment des parts dissociées dans la théorie des différentes parts de soi. Enfin, je ne sais pas si j'y suis assez claire. Comme dans les TDI.
Enfin, bref, je m'interroge, quoi. Sylvain, Alors oui, je suis d'accord de ce que moi j'avais lu, mais il faudrait que je regarde. Il y a une partie affection vers le parent qui est agresseur que tu évoques. Je crois qu'il y a vraiment une partie aussi survie, parce que quand tu es tout jeune comme ça, tu es complètement dépendant en fait. Donc tu dois composer pour que l'agresseur reste avec toi pour survivre. Donc il y a aussi c'est pour ça que c'est un peu forcé. Et mon point n'était pas tant de dire super, il a dit on l'a détruit et pouf pouf, c'est fini. C'était en fait ce qui m'aurait intéressé, c'est de le proposer de vivre l'expérience et de le mettre face aux conséquences pour voir après comment, quitte à revenir enfin, entre guillemets, à revenir en arrière après, pour qu'il puisse dire, ah bah ouais, en fait, non, c'est pas la bonne solution, quoi. C'est plus ça mon point que de y aller. très bien. Donc, pour résumer, en fait, ce que Sylvain dit, c'est que, à contrario de venir bloquer la décision de l'une des parties de détruire l'autre par l'intervention du thérapeute qui dit, bah non, on va pas détruire une partie, puisqu'il faut pas détruire une partie, c'est comme ça que j'ai appris. De dire plutôt, bah ok, c'est une partie qui décide, autant la laisser faire. Et puis, comme on est en transe, si derrière les conséquences de ce qui a été fait sont délétères à mon sujet, si ça lui convient pas, on peut toujours revenir en arrière. C'est pas parce qu'on l'a détruite qu'elle est définitivement détruite. Elle n'est pas réellement détruite. Quand on fait une négo de partie, ce sont des symbolisations qui se mettent en place. Ce ne sont pas des réalités. Donc du coup, comment, à partir de là, je peux réussir à laisser libre cours au choix des identités différentes et des parties différentes de mon sujet de réaliser ce qu'elles ont envie de réaliser pour ensuite voir d'elles-mêmes si c'est positif ou négatif pour eux et revenir ensuite en arrière. Ça, c'est ce que Sylvain expose. En même temps, Nathalie, elle, fait face à deux négo de partie, donc à deux parties, à deux focalisations identitaires différentes du sujet qui essaient de s'opposer dans un conflit interne fort qui, effectivement, peut susciter l'interprétation d'un élément traumatique sous-jacent et qui va se révéler affirmé derrière, au réveil, par l'expression du sujet d'un inceste qui a eu lieu dans son enfance et perpétré par son père. Ok, donc effectivement, là, dans la sensation qu'a pu avoir Nathalie, on peut aussi voir cette stratégie de dire, ben non, on ne va pas détruire une partie, alors que l'essence même de la stratégie que je suis en train de mettre en place est justement de pouvoir instaurer un dialogue entre ces deux parties, et non pas d'en annihiler l'une ou l'autre. Et donc, moi, en tant que thérapeute, je me positionne en tant que médiateur de cette notion des deux parties qui viennent s'opposer pour voir comment on peut les réconcilier, entre guillemets, ou les mettre d'accord, même si c'est sur un désaccord. Ok. Maintenant, techniquement, ces deux approches-là, elles ont quoi en commun? Vous voulez que je vous mette sur la piste? Ah, Asia, dis-moi. Je me pose la question si on n'est pas sur des approches plutôt solutionnistes. Alors, là, concrètement, effectivement, par le positionnement du thérapeute, on se dirige vers du solutionniste. Clairement. Maintenant, la question est, quel est le point commun? Effectivement, les deux approches seraient solutionnistes, mais quel est le point commun technique qui fait qu'on sera sur une stratégie solutionniste? Je vais vous mettre sur la piste. Qui est le médiateur dans les deux cas? Sylvain. Oui, voilà, c'est le thérapeute, en fait. Tout l'exercice consiste à deux parties qui trouvent une solution. Point. Eh Donc, oui, alors que, de fait, dans une négo de partie, qui devrait être le médiateur? bah, le client. Bah oui, le sujet. Qu'est-ce que c'est les différentes parties? Ce sont des focalisations de la construction identitaire de votre sujet selon certains points et selon certains engrammes spécifiques qui l'ont emmené à avoir ce positionnement identitaire. Et de l'autre côté, une autre focalisation sur d'autres éléments engrammiques identitaires qui vont le positionner d'une manière différente. Mais au bout du compte, que vous le focalisez sur une arborescence engrammique ou sur l'autre, l'ensemble de ces deux essences engrammiques, c'est qui? C'est le fait. Hein. Et de toutes les autres qui ne sont pas exprimées. Bah, c'est votre sujet. Donc le seul qui soit à même de pouvoir être le médiateur
du travail de la négo des parties qui est mise en place, bah, c'est le sujet. Donc, comme l'a très justement dit Sylvain à un moment donné, si on voulait améliorer le travail qui a été fait et que le travail est déjà très bon, que ce soit le choix de Nathalie de se positionner en tant que médiatrice de la négo de partie qu'elle a posée, et c'est comme ça qu'on l'apprend en général. On a tendance rarement à spécifier que le plus intelligent serait de mettre le client lui-même en tant que médiateur de la négo de partie, et on a tendance à s'y mettre nous-mêmes. Donc, que ce soit dans la stratégie de Sylvain ou la stratégie de Nathalie, en soi, le travail peut être effectif et peut être bon, mais il faut avoir conscience qu'on sera du coup sur une approche solutionniste parce que l'on vient de fait nous-mêmes mettre notre petit grain dans l'engrenage et qui va forcément toucher à nos interprétations. Dans un sens, Sylvain, je veux laisser libre cours à mon sujet, donc je vais le laisser annihiler et je vais l'encourager à le dynamiser, à annihiler la partie qu'il veut annihiler, puis revenir en arrière. Et dans le cas de Nathalie, ben, je ne veux pas qu'il annihile parce que je veux potentialiser la négociation entre les parties sans qu'il y ait de conséquences possibles. Quand bien même on pourrait revenir sur le positionnement des conséquences et que Sylvain le porte, eh ben, l'une ou l'autre des approches reste solutionniste quoi qu'il arrive. On vient pour régler le problème du conflit interne entre ces deux parties identitaires. Or, bah là, le souci c'est qu'on a, et qui est principal, c'est que ben, on a quand même un élément sous-jacent qui fait écho à un élément traumatique possible et envisageable. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'interpréter, ça ne veut pas dire qu'on en est sûr, ça veut dire que possiblement il y a ça. Donc possiblement, si on vient avec une approche solutionniste soulager tout ça, eh ben, Oh, on a perdu Jérémy. C'est bien. c'est Ça a coupé. potentiellement un peu moins bien. Ça a coupé? Ça, Vous m'avez entendu ouais. ou pas? On a soulagé tout ça Il nous manquait la fin. et t'as frisé. Il manquait le plus important. Ah merde. Je disais, et, alors du coup, ça a coupé où exactement? Raisonnement, eh bien, plus rien. Si on emploie une solution solutionniste, mais voilà, ça s'est arrêté là. Ah oui, le problème, oui, c'est ça, c'est que oui, vous êtes solutionniste, mais bah, ça va forcément engranger derrière une influence sur le travail sous-jacent que vous pourriez effectuer sur les éléments que du coup vous ne travaillerez pas. Ou du moins pas dans leur essence même avant votre influence. Je suis moins clair que sur le premier coup, c'est dommage, parce que du coup ça m'a fait perdre mon fil. Mais vous comprenez bien cette chose-là? Oui, ça veut dire que du coup, qu'est-ce qui se serait passé? Vas-y, Nat. Tu disais que dans ces cas-là, donc en fait, il faut éviter justement d'avoir une approche solutionniste et de laisser vraiment le client, lui, travailler. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et c'est exactement. En fait, si vous positionnez le client lui-même en tant que médiateur de ces parties, genre, qu'est-ce que t'en penses, toi, que cette partie-là, elle veut annihiler l'autre? Bah, moi, je suis pas complètement d'accord, parce que mon côté dépensier, il m'appartient aussi, j'ai pas envie de le flinguer. Bah, vous le laissez mettre, en fait, de tout ce qui peut lui faire écho aux éléments systémiques sous-jacents ou d'un choix d'une approche solutionniste qui lui convienne simplement. Donc, vous lui laissez le libre choix et le libre arbitre de se positionner à vous livrer effectivement un élément systémique sous-jacent ou pas, et donc de travailler à sa manière et de vous signaler qu'il a besoin d'un coup de main à un moment donné ou pas. Et on lui laisse beaucoup plus de liberté. Notre boulot à nous, en trans, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est de dynamiser. C'est pas d'apporter la solution. On est là pour dynamiser la stratégie qu'on met en place. On n'est pas là pour l'orienter. Dans l'idéal, je parle. Ça, concrètement, quand on regarde le travail de plein de thérapeutes, on voit des influences de partout. Vous commencez à me connaître, moi, les influences, je les combats en permanence. J'essaie d'en faire le moins possible. Et là, on est vraiment dans un cas qui est intéressant parce qu'on voit effectivement une stratégie que Sylvain utilise et qu'il me voit utiliser très souvent, pas sur forcément une négo de partie, mais de manière différente, où on va justement pousser et dynamiser le sujet à l'expérience pour pouvoir le ramener si l'expérience ne lui convient pas, le rôle du contrôle set, etc., dans les stratégies que j'utilise. Et puis on voit l'approche de Nathalie, plus conventionnelle, où justement on veut éviter tout risque d'annihilation d'une partie identitaire, chose qui physiologiquement n'est pas possible. On ne peut pas effacer un engramme, il sera toujours présent. On peut le rendre
moins important dans la focalisation sur lequel on va s'y porter, c'est ça qui va être risqué dans cette approche, mais à partir du moment où on a un contrôle set qui nous permet de le réactiver, en soi, on ne prend plus de risques. Donc c'est ça qui va être intéressant. La démarche de Sylvain va être plus difficile à mettre en place, la démarche de Nathalie est moins risquée, moins tricky, et du coup, permet de pouvoir positionner les choses, mais quoi qu'il en soit, l'une comme l'autre. Ah bah dis donc. Ça va? Bah ça a Ça a recoupé en recoupé? fait. Ouais. Ah, mais c'est pas T'as dit possible, à chaque l'une fois, ou au moment l'autre. intéressant. Voilà, tu disais l'une ou l'autre, de prendre l'une ou l'autre et couper. Ah, c'est pas possible. Reprends ma phrase un petit peu plus loin, si tu veux bien. J'ai pas aussi loin. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment. Donc, tu avais dit que mon approche était un peu plus tricky, celle de Nathalie un petit peu plus, je sais plus le mot, mais directe à mettre en place, mais que l'une ou l'autre. Il est L'une resté une comme l'autre. approche solutionniste, où c'est nous qui décidons, mais que du coup, c'est là que ça s'est fait. Et que du coup aura forcément une influence sur les éléments sous-jacents travaillés de manière systémique. Et ça, c'est important à prendre en considération. Parce que là, l'impact qu'a eu le travail que Nathalie en a en place, c'est que la colère, elle a diminué du coup, dans son approche derrière. Déjà parce qu'il a pu exprimer son problème en sortie de séance, mais parce qu'on a déjà calmé la colère. Donc cette négo de partie qu'il y a eu entre le côté dépensier, qui pouvait représenter peut-être une certaine chose par rapport à son trauma initial qui l'a provoqué, et son côté économe qu'il a envie de mettre en place, parce que c'est la chose qu'il a envie de mettre en place le plus possible, au substitut du côté dépensier qui pouvait cacher d'autres choses, ici, il vient de se calmer puisqu'on a réglé ce conflit de manière solutionniste. Mais il aurait très bien pu en rester là et dire « Ah, je me sens vachement mieux, je dépense moins ». Et ne pas avoir exprimé les éléments de son trauma qui seraient restés inconscients, entre guillemets, ou inaccessibles à sa conscience explicite. Et sur lequel il n'aurait en fait jamais travaillé. Ce qui aurait pu être un élément précurseur d'un autre substitut qui se serait déclaré peut-être autre part que dans le phénomène dépensier ou sur d'autres choses. Donc en fait, ça n'aurait pas réglé le problème, ça l'aurait juste rangé dans un tiroir différent. Là, la chance qu'on a eue, c'est que le type l'a exprimé, que derrière, du coup, ça a engagé toute une focalisation sur sa problématique qui l'a emmené en plus à trouver des éléments dans lesquels il pouvait s'identifier dans l'actualité, le fameux film au cinéma, et qui l'a encouragé à continuer sur cette voie et à revenir te voir. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc voilà comment on aurait pu rajouter une petite graine en plus pour nous faciliter le travail et faciliter l'orientation du sujet. Peut-être que si on l'avait laissé médiateur de cette négociation, on aurait pu plus rapidement se rendre compte qu'il y avait un élément sous-jacent et il aurait pu directement en transe, au lieu de manière cognitive au réveil, commencer à nous parler ou même se retrouver en immersion lors de son trauma. Et on aurait pu travailler immédiatement sur les éléments sous-jacents et donc sur l'origine même de ce conflit interne qu'il y avait entre ces deux parties, plutôt que de travailler sur les deux parties. Comprenez la différence? Mathieu, tu avais levé la main en premier. Oui, parce que ça va peut-être m'éclairer un truc, c'est tu dis on ne peut pas détruire un engramme, de toute façon ça reste quelque chose de symbolique ou une interprétation du sujet. Ça c'est, comment dire, moi les parties je les avais abordées à l'époque par la pratique, on fait des négos entre les parties, ou les différents systèmes théoriques de IFS là avec Schwartz ou Ego State de Emerson. Et Emerson, par exemple, il distingue l'ego state de l'introject et il te dit l'introject, tu peux le détruire, on s'en fout, c'est un truc qui vient de l'extérieur. Un ego state, ça se détruit pas, mais j'ai l'impression que ces cadres théoriques-là, ils sont un peu aux bases friables et que c'est peut-être plus fondamentalement avec les bases de neurosciences qu'on a eues pendant Shut, en gros, ce que tu disais à l'instant, un engramme, ça se détruit pas. Après, symboliquement, il peut se passer tout un tas de choses. Et donc, du coup, je voulais avoir confirmation de ça. Oui, si on parle d'un point de vue neurosciences, en fait, ton engramme, c'est la connexion entre différents neurones qui sont activés en fonction d'une série de séquences de stimulation qui vont faire que c'est cet engramme-là qui va s'activer. Si tu focalises ton sujet selon certains stimuli, tu vas pouvoir le diriger à activer certains engrammes et donc
avoir en conséquence certaines prises de conscience, certaines hallucinations en transe, certaines immersions qui seront propres à cette stimulation. Et si tu stimules d'une autre manière, bah, tu pourras avoir certaines stimulations qui vont emmener à d'autres immersions, ou peut-être à la même, mais avec un point de vue différent. Quand on travaille en ego, le but, c'est justement de pouvoir activer des engrammes qui vont partir de stimulations communes, mais qui vont avoir deux points de vue différents sur la même problématique. Donc, c'est comme si tu partais sur les branchioles de la même construction engrammique. Ça va? De la même arborescence. Tu es sur deux branches différentes du même arbre. L'arbre, le tronc, c'est le stimulus que tu as posé, et tu as stimulé deux points de vue différents sur cet arbre. Donc, tu as deux branches qui s'opposent. Ça va comme image? Ta branche, tu ne peux pas la couper. On ne va pas les élaguer. Par contre, le fait de pouvoir les mettre l'une face à l'autre, tu vas pouvoir créer des connexions, des bypass entre chacune des deux branches. Ça, c'est ce qui répond à la loi de Hebb. C'est ce que je vous avais présenté pendant les cours de chat et c'est ce que je présente aussi sur l'émission avec Catherine Roumanoff. C'est de quelle manière, en activant deux engrammes ensemble, on peut réussir à créer des interconnexions entre ces engrammes et donc réussir à pouvoir moduler le positionnement du sujet qui se nourrit du coup non plus d'une fonction plus ou moins linéaire d'une activation engrammique, mais d'une fonction qui est beaucoup plus riche en termes de connexion neuronale et donc qui intègre plus d'informations. Ça va? C'est le but de la PNL aussi. Quand on vient intégrer un signaling pour pouvoir provoquer un certain état émotionnel, on vient positionner un élément idéomoteur provoqué par certains éléments engrammiques qui vont engager une réponse motrice à des connexions spécifiques à un état émotionnel. Et on lie les deux. Si je provoque l'élément idéomoteur, je peux avoir en réponse l'état idéosensoriel ou idéo-émotionnel qui y répond. Ça va? Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Si je viens provoquer avec une stimulation et dynamiser une égo de partie, donc j'ai bien deux branches qui s'opposent, mon but, c'est pas d'être au milieu, moi. Moi, j'ai rien à faire là. Mon but, au maximum, dans l'idéal, c'est de pouvoir laisser le tronc, c'est-à-dire mon sujet, dans son spectre complet, pouvoir décider de comment il va orienter la négociation entre ces deux parties, donc ces deux branches de son arbre, qui posent le souci à ce moment-là et qui sont en conflit. Et comment je vais pouvoir créer des interconnexions qui vont être le fruit de la négociation qu'il va lui-même mettre en place. Si par exemple le sujet disait oui, je suis d'accord, annihilons-la, cette partie dépensière, flinguons-la, j'en ai plus besoin. Ok, c'est son point de vue. Pourquoi au bout du compte ne pas le faire? On ne va pas aller détruire cette branche, elle ne va pas tomber pour autant. C'est juste qu'il va ne plus se focaliser sur cette partie dépensière. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'activera plus jamais. Elle pourra s'activer à un moment donné où il aura besoin de dépenser pour lui, pour se faire plaisir. Mais non plus pour lui dans le substitut d'un mal-être qu'il ressent et qui le fait dépenser de manière compulsive. Ce qui est deux choses différentes. Ça va? Or, nous, différencier une dépense pour se faire plaisir, acheter une moto, et différencier une dépense compulsive, toujours acheter une moto, on ne sait pas faire. Ce n'est pas dans nos compétences. Ça va dans la compétence d'un psy ou d'un psychiatre. Mais ce n'est pas dans la nôtre. Donc nous, on ne peut pas faire la différence. Donc autant laisser libre choix au sujet. Et, sous condition, de vérifier l'impact du changement qu'il est en train de mettre en place pour lui et vérifier si c'est bien ce qu'il veut. Et si les conséquences de ce choix-là sont bonnes pour lui. D'où l'importance du contrôle set dans ma stratégie. Ça va? Du quoi? Du contrôle set. C'est-à-dire qu'à la fin de la phase de travail que tu as eu, donc la négo, le choix qui va être fait par le sujet au sein de la négociation, vérifier l'impact qu'il a en l'immergeant dans une autre situation qui est complètement neutre et en faisant se rappeler de la situation. C'est comme une dissociation, si tu veux, à distance du travail qui a été effectué, mais qui puisse mesurer les impacts de ce travail sur lui et sur son positionnement. Et que tu puisses voir si c'est OK. J'avais donné un exemple d'une fille qui avait décidé de flinguer son agresseur. Vous vous souvenez ou pas de cette séance? Et qui allait se jeter sur moi et je lui dis stop et tu l'as fait. Je fais maintenant tu te retrouves 10 ans plus tard dans ton jardin, comment ça va? Je suis avec mes enfants, nanani, nanana. Je fais comment tu te sens? Pas bien parce qu'en fait je vaux pas mieux que lui.
Ok, et bah, on retourne en arrière. Tu te retrouves face à ton agresseur. Tu me reconnais? Oui. Tu sais ce que je t'ai fait? Oui. Tu sais quel choix tu as fait la dernière fois? Oui, j'ai fait le choix de te buter. Et est-ce que ça t'a convenu? Non. Quel choix tu veux faire maintenant? Et elle a fait notre choix, qu'on a revérifié, et qui lui a convenu cette fois. Et donc, comme ça lui a convenu en transe, on a pu vérifier ensuite les impacts que ça avait à l'éveil. Ça va? Oui, ok. Voilà. C'est tout ça qui va être assez important de pouvoir analyser dans cette partie-là du cas que nous présente Nathalie. C'est hyper intéressant et vous pouvez remercier Nathalie pour cette présentation-là parce que justement, ça permet de pouvoir comprendre les impacts que l'on peut avoir sur des démarches qu'on a appris à faire presque par cœur, des protocoles spécifiques et qui méritent quelquefois d'être un peu plus creusés, un peu plus analysés et de comprendre surtout les fondamentaux de ce qui se passe profondément dans la tête de notre sujet quand on les met en place. Parce que, comme pour tout, chacune des choses que l'on met en place, il y a une question que Sylvain m'avait posée par rapport au texte que j'ai posé sur la disso, chaque élément qu'on peut mettre en place et chaque procédure que l'on peut mettre en place peut avoir un impact tout autant bénéfique que délétère sur notre sujet. Et il faut pouvoir, au maximum, anticiper les probabilités que ça penche d'un côté ou de l'autre de la balance et quels sont les éléments équivoques qui peuvent se passer. Ça va ? Chouette. Maintenant, il y a un autre point qui est intéressant que peut-être certains ont relevé. Je vous donne un indice, c'est plutôt dans la 3e séance. C'est une des choses qu'on retrouve énormément chez plein de thérapeutes, surtout sortis d'école. Et qui n'est pas forcément une erreur en soi, ça peut apporter de très bons résultats. Mais, oui, Sylvain. Pour moi, c'est l'utilisation des mouvements Attends, oculaires. stop, je t'arrête. 2 secondes. Je vais d'abord avoir l'avis de Nathalie, parce qu'en fait, avec tout ce qu'on a construit là, peut-être qu'elle, elle a remarqué un petit truc. Et j'aimerais d'abord avoir son avis. Si tu ne sais pas, Nat, c'est pas grave. Non, je ne vois pas. Ça marche. Sylvain. Du coup, pour moi, si tu soupçonnes un trauma tel qu'il est, les mouvements oculaires pour juste baisser la charge émotionnelle fait un peu pansement plus que traitement de fond. Alors oui, c'est pas le sujet que je voulais aborder, mais effectivement, là, dans ce cas-là, on peut se poser la question, effectivement, d'une approche par stimulation bilatérale alternée, type EMDR. Là, on est vraiment sur une stratégie, en plus type EMDR, avec évolution du sud et du COS. Nat, t'as ton micro coupé. Non, je n'ai pas compris, excuse-moi. Non, je t'ai vu parler, en fait, tu avais ton micro coupé. Donc, non, c'est parce que mon fils, il est venu me demander quelque chose, excuse-moi. Ok, ça marche. Donc, on est vraiment sur une stratégie typée EMDR avec évaluation de SUD et de COS, avec un travail qui est plus tiré cognitivo-comportemental, avec une personne qui est consciente, sur laquelle on lui fait penser à sa problématique et à ce qu'il a vécu. Donc, il n'est pas complètement en immersion hypnotique. Et on le fait travailler sur cette problématique pour évacuer les émotions de colère qu'il peut encore ressentir et d'injustice par rapport à la situation qu'il a vécue. Sachant qu'il est stimulé déjà sur un long terme de manière cognitive, parce qu'il est sorti de la séance, de la seconde séance, il en a parlé, il l'a exprimé de manière cognitive. Il a vu un film entre-temps qui l'a stimulé de manière cognitive. Et il revient avec tout son lot d'émotions qui ont été générées par tous ces stimulus cognitifs qu'il a vécu, avec un certain positionnement, une certaine avancée sur son état de la colère qu'il a déjà travaillé sur 2 séances, avec un certain apaisement qui est déjà posé. Donc, si on reprend la stratégie globale, on peut se poser la question de quel est l'intérêt et quelles sont les conséquences et quels sont les risques d'utiliser là une stratégie EMDR ou typée EMDR pour pouvoir apporter une dynamique à ce qui est déjà enclenché chez le sujet. Parce qu'au bout du compte, il a déjà enclenché, lui, toute sa dynamique de résilience par rapport à ce trauma qu'il avait mis au placard pendant toutes ces années. Là, ça s'est réveillé et pour autant, il n'a pas décompensé. Il est toujours là en train d'y réfléchir, en train de s'y positionner avec une charge émotionnelle qui n'est pas dépassée. Ça va? Donc, on peut se dire peut-être que ce type-là, il a besoin juste d'un petit coup de main. Et là, je me pose la question, moi, en tant que thérapeute, je me dis, quelles compétences j'ai
à cet instant précis, qui peut aider mon sujet? Est-ce que j'ai les compétences d'aller travailler profondément, là, sur les éléments traumatiques qu'a vécu mon sujet, ou est-ce que c'est un sujet qui me touche trop? Et si c'est un sujet qui me touche trop, est-ce que je suis prêt à faire face à tout ce qui va sortir en immersion associative, qui pourrait me permettre de faire un travail très précis, ou permettre à mon sujet de faire un travail très précis sur ce qu'il a vécu? Peut-être que j'en ai pas les épaules. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil, en ayant remarqué la dynamique de mon sujet dans sa course à la résilience, et où est-ce qu'il en est actuellement, qui pourrait me permettre là, de lui filer un petit coup de main? Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut se dire, effectivement, une stratégie EMDR peut être intéressante. Et il y a un truc que Nathalie a dit et qui était très juste, et qui vous montre pourquoi elle a pu se faire ce choix, un choix de travail systémique. Lequel? En dehors du fait qu'effectivement, il y a toute l'analyse du comportement du sujet de la fin de la seconde séance au début de la troisième. Ça, c'est moi qui viens de vous le donner. Ça, Nathalie ne nous en a pas parlé. Mais en dehors de ça, si vous n'y avez pas accès, qu'est-ce qui permet de comprendre pourquoi Nathalie s'est plutôt basée sur le MDR? Quand le sujet a exprimé qu'il avait été violé et que son père était pédophile et qu'il avait fait de la prison, comment réagit Nathalie? Je me suis dit que justement, ce que tu dis, c'est-à-dire que je me suis dit que je n'étais pas armée pour l'instant pour faire autre chose, et que j'ai dit ouf, à 14 heures, j'ai une visio, ça va me sauver, et que dans le moins pire, dans les outils que j'avais, j'ai utilisé le mouvement oculaire, parce que je ne me sentais pas d'aller sur autre chose. Voilà. Et ce choix-là est judicieux, ou peut être judicieux, à la fois expliqué par les compétences que tu es capable de mettre en place et dans l'humilité que tu peux avoir des compétences que tu peux mettre en place et celles que tu ne peux pas. Et ça, c'est topissime. Et à la fois dans l'analyse que je vous ai donnée, de se dire de où en est mon patient. Et ça doit venir aussi un réflexe pour vous. Quand on joue une partie d'échecs, il n'y a pas de trou dans la partie. C'est que même un temps d'attente, même un temps de réflexion de votre joueur adverse est un temps de partie. Et il faut aussi le prendre en considération. De quelle manière il a réfléchi, de quelle manière il s'est comporté pendant sa réflexion, avant de bouger sa pièce. Tout ça, c'est extrêmement important aussi dans une partie. Ça vous montre la stabilité d'un sujet, d'un point de vue émotionnel. Ça vous montre sa stabilité d'un point de vue cognitif, d'hésiter sur certaines choses ou non. Ça vous montre sa stabilité d'un point de vue identitaire. Est-ce qu'il est en train de remettre en question certaines choses ou pas? Ça vous montre plein de choses qui vont vous permettre d'évaluer sa stabilité psychologique, sa stabilité sociologique, et donc de pouvoir faire un choix d'un travail plutôt axé solutionniste dans le respect de la progression de sa résilience qu'il met de lui-même en place, ou d'un choix plus systémique dans le respect des blocages qu'il peut ressentir et qui sont en train d'aliéner son positionnement identitaire. Ça va? Ça, ce serait une réflexion qui serait plus d'un niveau supérieur, voilà, d'un niveau affirmé, expérimenté, affirmé à expert. Ça va? Est-ce que ça vous parle? Vous trouvez ça intéressant? Matt, t'as levé la main. Ouais, quand tu dis même les temps morts, enfin les pauses dans la partie d'échecs, tu parles pas de l'intervalle entre deux séances, tu parles du temps que le sujet va mettre quand tu analyses son comportement en face de lui, à réagir, à réfléchir à la question que tu viens de poser ou à la suggestion qui vient de se passer. Enfin, tu parles de cet échange en direct. Oui, cet échange en direct, mais même plus loin dans ta partie d'échecs, c'est-à-dire que même les pauses où tu vas aller boire un coup et pisser, tes pauses de 15 minutes en interpartie, elles vont être intéressantes aussi dans l'analyse que tu auras du comportement de ton sujet. Quel est son état de fatigue, à quel point ça l'a usé d'emmener sa partie jusqu'à cet instant, de quoi il a besoin, est-ce qu'il a besoin d'un apport calorique ou pas, de quelle importance, est-ce qu'il a besoin d'aller pisser pour aller pisser, ou est-ce qu'il a besoin d'aller pisser pour s'exiler un petit peu. C'est tout ça qui va être intéressant aussi. Ça va? Comme L'analyse au du poker. comportement au sens large avant que la séance ait officiellement commencé, tant qu'il est dans ton champ de vision ou ton champ d'audition. C'est ça. Voire Et même quand il voir en a même sorti. si tu peux pousser, même quand il est hors de ton champ de vision, mais que la partie est déjà commencée. Ça va? Mais là, on en arrive à des utilisations de l'analyse du comportement qui sont ultra poussées et qui sont pas utiles dans le milieu de la thérapie. Mais voilà, ça va? Donc, le point que je voulais aborder, par contre, je suis sûr qu'il y en a un qui l'a relevé, c'est obligatoire.
Personne? Quand il se trouve face au petit, qu'est-ce qui se passe? Mais quand il se trouve face au petit, en fait, il arrive. Moi, des fois en mouvement oculaire, quand il y a des enfants, je travaille un peu au feeling. Je me suis mis des choses en place parce que je me suis aperçue que ça marchait et tout. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qu'il faut faire, hein, mais moi, ça m'a parlé et je l'utilise. Des fois, quand il se retrouve face à l'enfant qui a vécu quelque chose, je me suis aperçue que quand l'adulte va parler à son enfant, le réconforter, lui donner de l'amour ou des choses comme ça, c'est des choses qui aident. Donc, du coup, je ne sais pas comment ça m'est venu, je l'ai incorporé dans mes mouvements oculaires. Donc là, je lui ai dit, et c'est là qu'il m'a dit, parce que ça m'a interpellée de quelque chose que j'ai vu avec Anna Gallet il n'y a pas longtemps. Et en fait, il me dit que cet enfant, il lui en veut parce qu'il n'a pas fui. Et que, donc, je lui ai demandé de lui donner de l'amour. Et là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Parce qu'en fait, il était du colère. Je t'arrête là pour l'instant. Les autres? C'est le truc de lui donner de l'amour. Pourquoi? Parce que ça vient de Nathalie. Peut-être que cet enfant, c'est pas de l'amour dont il a besoin. Peut-être qu'il De a besoin manière de juste plus lui sur autre générale, chose. de manière plus générale, sans viser Nathalie, ça vient de qui? Non, pardon, c'est pas pour te viser Nathalie, mais je parle comme ça parce que on a eu la chance d'avoir cet exemple-là. Mais l'idée, c'est que quand on est face à cet enfant, peut-être plus lui poser la question de quoi tu as besoin. Parce qu'on part de. Bon, bref. De manière plus concise et précise, donner de l'amour, ça vient de qui? Du thérapeute. Du thérapeute. Le thérapeute a quel positionnement face à un sujet qui est soit en transe, hypnotique, soit en état sophronique, à la fin d'un état EMDR, où il commence à avoir une visualisation de lui enfant. Quel est le positionnement du thérapeute à ce moment-là par rapport au sujet, dans le rapport social? Position haute d'autorité. Il est influenceur. Ça va? Donc forcément, si vous proposez à quelqu'un qui est en manque d'amour à ce moment-là de donner de l'amour, même s'il le refuse sur l'instant, ça doit être un signe de résistance. On va le mettre de côté pour l'instant. Mais s'il accepte et qu'il le met en place, forcément, il va se sentir comment? Il va se sentir bien, puisqu'il vient de mettre de l'amour, c'est que tout va bien se passer. Maintenant, est-ce que c'est la solution du sujet? Non. Non. Donc, quels sont les bénéfices et quels sont les risques de nous-mêmes lui proposer de l'amour? Bénéfice, il va sûrement se sentir bien s'il l'accepte. S'il ne l'accepte pas et que je force, il va sûrement se sentir bien à la fin parce qu'il aura quand même eu de l'amour. Risque. Le risque, c'est que ça se sente pire les choses, non? Le risque, c'est que je ferme des portes aux possibilités d'interaction et de construction mentale qu'il a sur sa propre identité. Et qu'en fait, le simple fait de donner de l'amour à ce gamin qui n'a pas fui, c'est aussi, quelque part, venir justifier le fait qu'il n'a pas fui. Et ne pas tirer les apprentissages nécessaires au fait qu'il n'ait pas fui, qu'il ne se soit pas révolté. Qu'au lieu d'avoir un freeze dans sa réaction physiologique, c'est-à-dire d'avoir une réaction endomorphinique au lieu d'avoir une réaction adrénergique, ce qui est une réaction complètement subconsciente et complètement autonome du corps face à une situation de stress dépassée. Et pourquoi il n'a pas eu une réaction adrénergique? Et comment on va venir dans ces situations-là valider le fait qu'il a eu une réaction endomorphinique en l'excusant, en le pardonnant, en lui donnant de l'amour? Alors qu'en fait, dans l'apprentissage qu'il aurait pu en avoir, c'est de comment il aurait pu tirer une réaction de fight-flight, donc une réaction adrénergique, de combat ou de fuite, qui aurait pu lui permettre de réagir différemment. Vous comprenez la chose? C'est l'une des choses sur lesquelles je me bats en permanence, justement parce que énormément de thérapeutes sortis de l'Arche, sortis de grandes écoles, vous avancent ce truc-là en mode, ça y est, on lui a donné de l'amour, tout va bien, positivisme à fond, allons-y.
C'est pas forcément ton cas, Nat, en soi, mais c'est jusqu'à la problématique qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont aller chercher l'enfant intérieur et qui vont lui donner plein d'amour, plein de bonnes choses, plein de positivité, plein de trucs. Et au bout du compte, ça marche, le type part super bien. Mais en fait, on ne se rend pas compte de la complexité de la construction de la psychologie et de la psyché et des impacts que ça aura sur le soma et sur le corps. Et que notre corps est fait pour interagir avec des choses qui sont des fois difficiles, qui sont des fois violentes. Et que la violence fait partie de notre vie tous les jours. On vit des éléments violents tous les jours. Ce qui fait la capacité d'adaptation, c'est pas d'y mettre de l'amour à la place. Ce qui fait nos capacités d'adaptation, c'est de pouvoir tirer un apprentissage de chacune des situations qui nous posent problème dans notre vie. Et donc, de quelle manière on va les respecter. Nous, en tant que thérapeute, on n'a pas accès à la manière dont le sujet s'est construit de manière subjective dans toute sa complexité. La seule chose auquel on a accès, c'est la manière dont il réagit factuellement face à ce qu'il se construit dans la transe subjectivement. Donc là, ce qui s'est construit subjectivement, c'est la vue de cet enfant face à lui, pour qui il ressent de la colère, parce que cet enfant n'a pas fui devant son père qui est en train de le violer, ou qui allait le violer. Ok, ça, ce sont les éléments factuels, observables, quantifiables, que nous pose le sujet face à nous à cet instant précis. Et les rapports qu'il y a entre l'enfant et lui sont subjectifs et propres à sa construction mentale à lui. Donc la construction hypnotique qu'on a posée, qui est censée dynamiser tout ça autour, est censée respecter cette construction mentale qui lui est propre et auquel on n'a pas accès. Donc la question est, de quelle manière et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir continuer à dynamiser cette construction hypnotique ou sophronique et permettre à mon sujet de garder toutes les portes ouvertes des solutions subjectives qui lui appartiennent face à ça pour en arriver finalement au même résultat, qui se sente mieux. Mais avec un max de portes ouvertes à l'apprentissage qu'il va en tirer. Du coup, à la place de lui donner de l'amour, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Demander ce qu'il a besoin, de quoi il a besoin, l'enfant. Avant ça, le grand dit qu'il est en colère par rapport au petit. Mais il le dit à qui? Il vous le dit à vous. Oui. Or, lui si dire on veut qu'il est en rétablir la colère. Lui dire, l'adulte doit dire, Bah, lui au dire petit. qu'il est en colère. Voilà. Le Et dire au oui, petit. qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça repose la communication des Entre les deux deux. parties subjectives qui forment l'entité propre dans tout son spectre de votre sujet, entre deux parties différentes. On retourne sur une égo de partie, sauf qu'elle est venue de manière spontanée dans une immersion sophronique ou hypnotique de votre sujet, en fonction de son état. Je n'étais pas là, je ne peux pas savoir dans quel état de transe il était. Mais du coup, là, vous ouvrez un max de portes. Vous rétablissez simplement la communication. Vous ne savez pas s'il va apporter de l'amour finalement, s'ils vont se pardonner ou pas, si ça va rentrer dans une grande dispute, si le gamin va pleurer ou si au contraire il va dire mais attends, comment tu veux que je le fasse, Coco? Ce qui est sûr, c'est que vous rétablissez la communication. Et donc vous ne touchez pas aux influences que vous pourriez avoir sur les choix de l'entité de tout le spectre de la construction identitaire de votre sujet. Génial. Votre rôle, c'est dynamiser la communication. Votre rôle, c'est pas de trouver les moyens de sauver votre type de son problème. Ça va? Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi ça peut vraiment poser souci de toujours apporter du positivisme, de toujours aller chercher la solution? On n'est pas là pour apporter la solution. C'est l'idéal de pouvoir en arriver à la solution. Mais on est là surtout pour permettre au sujet de moduler son positionnement identitaire et de le modifier tel que lui peut le faire et selon les fondamentaux que lui a besoin de le faire. Daniela, tu as levé la main. Oui, je pense que tout ce que tu dis là, en tout cas, me rappelle d'une problématique qui est récurrente, en fait, quand je discute avec plein de gens, et puis ça m'arrive aussi, c'est ce manque de confiance qu'on peut avoir en tant que thérapeute et de faire des choses pour nous rassurer, en fait. De dire, alors voilà, on amène de l'amour, donc l'amour c'est bien, c'est le happy ending, et puis finalement, comme tu as dit, finalement, ça peut faire du bien. Mais si c'est pas, voilà, la communication à l'intérieur de lui, elle n'est pas établie, et on vient ramener quelque chose dont il n'a pas besoin, ou voilà, pas à cet instant-là,
il peut se sentir en fait incompris et profondément je sais pas considéré en fait dans la démarche qui n'est pas simple en fait finalement pour le client de pousser la porte et puis venir parler de certaines choses ou s'ouvrir, voilà. Donc, je pense que les conséquences peuvent effectivement être en manque, enfin, une coupure en fait de fluidité dans le processus thérapeutique. Et ça, c'est le moindre mal, bien évidemment. C'est-à-dire que les conséquences sur les éléments relationnels entre le thérapeute et le sujet, c'est le moindre mal qu'on pourrait retrouver dans cette situation. Le pire, ce serait l'aliénation des éléments identitaires qui forment même le socle émotionnel et donc le socle sentimental et donc le socle cognitif de votre sujet dans l'interprétation de ce qu'il a vécu. Si effectivement on retrouve des éléments qui viennent complexifier encore plus le problème, tel qu'Assia l'a dit tout à l'heure, comme un syndrome de Stockholm, apporter de l'amour là-dessus alors qu'il en ressent déjà pour son agresseur, ça permettrait quoi? Potentiellement. En quoi ça aliénerait la situation? Bah, potentiellement, ça viendrait nourrir ce syndrome-là, et ça viendrait tirer le sujet à potentiellement pouvoir plus facilement pardonner au père ce qu'il a fait, et donc mieux expliquer le geste de soumission du petit qui le reproche, et donc que la colère est injustifiée pour pouvoir faire passer la colère. Vous avez le même résultat, il se sent mieux, il n'est plus en colère envers le petit. Par contre, dans les éléments sous-jacents que vous ne pourrez jamais vérifier, bah en fait, il a expliqué que c'était complètement incompréhensible par rapport au père, puisque de toute façon, il aime, il ne pouvait pas lui reprocher de lui faire ça. Et chose que vous ne pourrez jamais vérifier puisque le père est mort. Ou pas, mais au moins il n'est pas en perte de rapport ou quoi que ce soit. Mais si le père est mort, c'est des choses que vous ne pourrez pas vérifier. S'il est encore vivant, ça veut dire que vous allez jouer sur les systémies sociales, intrafamiliales, d'une certaine manière. Et vous risquez de créer des conflits internes qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est dans le pire des cas. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, ça veut dire que c'est l'une des milliers de possibilités que vous offrez à l'aliénation d'identité à votre sujet à ce moment-là. Alors que vous pensez bien faire au départ, vous pensez profiter, de donner de l'amour. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas tout le spectre devant vous. Et des fois, l'amour, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on En dit fait, il partout nous que c'est donne bien. des pistes. Il nous donne des De quoi? pistes. La personne nous donne des pistes depuis le début, en fait. Déjà, ce conflit, il est là. Donc, voilà. Comment le régler? On ne peut pas le faire à sa place, en fait. Il faut vraiment qu'il trouve des solutions. Mais il y a cette insatisfaction profonde, quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'il le règle, mais il y a, voilà, on peut parler des deux parties parce que c'est simple, mais il y a cette partie de la personne qui est extrêmement blessée et parce qu'elle n'est pas finalement considérée par l'autre ou elle n'est pas entendue. Et le fait de dire, ah non, alors ça va aller, et puis on donne de l'amour, quelque part, c'est on peut, allez, je rajoute en fait une couche sur cette incompréhension euh, de cette partie-là qui a besoin d'être entendue finalement. Allez, d'une manière simple, quoi. Sauf qu'on ne lui permet pas de l'écouter. Donc c'est ça. Pensez à ça. C'est pourquoi je mets les choses en place. Est-ce que je les mets pour moi parce que j'ai peur de ce qu'on peut aborder ou est-ce que je les mets vraiment pour le sujet? Et ensuite, dans les choix que je fais, est-ce que je suis en train de régler le problème à la place de mon sujet ou pas? Ou est-ce que je suis bien en train d'ouvrir des portes dans la dynamisation des solutions qu'il peut s'apporter lui-même? Mon but, c'est de rétablir la communication entre les différentes parties et de pouvoir le laisser lui-même maître de ce qu'il va décider. Dans le respect de qui il est et dans sa construction à lui, et dans le respect de notre métier à nous, parce qu'on c'est pas parce qu'on a une piste et qu'on pense que cette piste est bien, et qu'en termes de probabilité, même on arrive à 90% de probabilité que c'est ça, qu'on est sûr que c'est ça. Et donc les 10% à côté, eh ben s'il faut, c'est les 10% les plus importants. Et on va passer à côté. Parce qu'on aura filé dans une piste. C'est pas parce qu'on a des pistes qu'il faut les suivre. On a des pistes, c'est bien. Il faut en ouvrir toutes les autres. Même celle qui est à 0,1%, il faut qu'elle soit ouverte. Et plus on laisse de pistes ouvertes, plus on permettra à notre sujet de choisir la bonne piste pour lui. Ça va?
Mathieu. Du côté du thérapeute, on a parlé de cette peur d'aller dans certaines directions, au risque de moins bien respecter le libre arbitre du sujet. Moi, je ressens aussi des fois le côté envie d'obtenir un résultat pour la personne qui est en face, de dire j'ai envie qu'il y arrive, ou j'ai envie qu'il arrive à tel but, ou à ce qu'on s'était dit dans la définition de l'objectif, qu'il se sente mieux, que tout. Et ce truc-là, je le sens comme un danger, une espèce de signal d'alarme interne. J'avais un bouquin là, il parlait de furor sanandi, qui est le terme latin pour se la péter, pour dire la fureur de guérir ou volonté de guérir de l'acharnement de certains médecins. Et quand j'ai tout de suite sauté sur ce paragraphe du bouquin en disant oui, ok, donc là, petite piqûre de rappel, on est là pour leur permettre un processus et le reste, moi je suis obligé de me rappeler en permanence, ça ne nous appartient pas. On n'a pas un devoir de résultat, on a un devoir de moyen. Le résultat appartient au sujet, il ne nous appartient pas à nous. Beaucoup trop de choses qui ne sont pas en notre pouvoir ni en nos compétences pour pouvoir régler le problème. On n'est pas là pour ça. On est là pour fournir les moyens qu'on a à notre disposition pour potentiellement que le sujet puisse avancer sur son problème, pouvoir le régler. Mais on n'a pas un devoir de résultat. Si vous courez après le résultat, vous êtes dans la performance. C'est-à-dire vous mettez la pression à vous, égotiquement, pour être le meilleur et celui qui règle tous les problèmes du monde. Là, se poser un souci. Que ce soit le syndrome de l'imposteur, que ce soit la volonté d'être le meilleur hypno de France ou le meilleur hypno du monde, que ce soit la volonté de quoi que ce soit, non, c'est pas ça qui vous rendra le meilleur. Celui qui vous rendra le meilleur thérapeute du monde, c'est celui justement qui partira avec humilité en se disant « je fais ce que je peux ». Et par contre, je vais faire ce que je peux de la manière la plus précise, la plus juste et la plus concise possible pour éviter au maximum d'influencer. Je veux que mon coup de marteau soit posé sur le bon clou qui est posé au bon endroit. Et je ne veux pas faire 15 milliards de clous posés dans 15 milliards de trous à 15 milliards d'endroits pour être sûr que ce soit solide. Non. Si je peux poser qu'un seul clou à un endroit précis pour que ce soit solide, c'est là que je le poserai et pas ailleurs. Et j'en poserai qu'un. Par contre, je vais vérifier qu'il soit bien posé. Parce que ce n'est pas le simple fait de l'avoir posé qui suffit. Je vais aller vérifier que ce que j'ai fait a véritablement le rôle, l'impact, les bénéfices, mais aussi les conséquences pour lesquelles ils sont rattachés. Et je vais évaluer mon geste. Ça, c'est être un bon thérapeute. Si on veut faire de la performance, on va faire du spectacle. Là, on peut tout se permettre. J'ai vu un spectacle cet été, j'étais... ça m'a ravi. J'avais les dents qui allaient arracher une jambe. Je ne vous raconterai pas les détails ici, mais concrètement, j'ai jamais vu un spectacle aussi stupide de ma vie. Et pour autant, les gens étaient contents. Ben voilà, c'est la magie du spectacle. Vous pouvez tout vous permettre en spectacle. Vous voulez faire de la performance, allez là-bas. Vous voulez faire de la thérapie, il faut être sérieux. Voilà, il faut être humble, sérieux, il faut savoir ce qu'on fait. Il y a la vie des gens en jeu. On n'est pas là pour leur sauver la vie, mais on n'est pas là pour leur gâcher non plus. On est là pour faire en sorte que ça aille mieux au maximum des compétences qu'on peut apporter. Ça va? Oui, Matt, un spectacle d'hypnose. Je te raconterai autour d'une bonne bière, un de ces quatre. C'est assez rigolo. Voilà. Sur ce, on a quand même parlé de plein de choses super intéressantes cette fois-ci encore. C'était cool, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Tiens, Nat, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette séance? Vu que c'est toi qui as proposé une séance, est-ce que ça t'a apporté des choses? Parce que nous, ça nous a vachement nourri, tu as vu, ça nous a permis d'avoir un débat qui était hyper intéressant, donc je te remercie énormément pour ça. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Déjà, je me suis un peu rassurée. Je me suis dit, bon, tu t'es pas trop mal débrouillé. Ça m'a fait du bien. Après, donc, je vais vraiment beaucoup plus travailler le fait avec les personnes que je reçois, de vraiment leur redonner ce pouvoir et de ne pas vouloir, moi, intervenir dans cette négo et de vraiment, ces deux choses importantes que j'ai reconnues, que j'ai retenues. C'est aussi bien dans la partie où j'ai fait la négociation, donc dans la deuxième séance, vraiment, si ça revient, de vraiment demander à la personne, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez, etc., pour vraiment redonner vraiment ce pouvoir à la personne.
Donc, je pensais que je leur donnais, mais je me rends compte que ce n'est pas assez. Même si c'est vraiment quelque chose auquel je fais énormément attention, on ne fait jamais assez. Donc, je vais vraiment garder déjà cette partie-là importante et aussi cette histoire, ben voilà, tu es en colère après l'enfant, ben, tu as le droit de lui dire. Voilà. C'est vraiment cette deuxième partie vraiment très, très importante que je vais aussi beaucoup utiliser. Donc, voilà. C'est vraiment deux choses très, très importantes et je vous en remercie à tous et à toi parce que voilà, ça va vraiment m'aider dans mon travail dorénavant de vraiment utiliser ces deux choses où je vais. Alors, c'était un peu dans ma vision des choses de leur faire confiance quand même aux clients parce que je pense qu'ils ont les solutions et que moi, j'ai que les outils effectivement à leur donner. Mais je me rends compte que je ne le faisais encore pas assez. Donc, je vais encore plus leur rendre ce pouvoir que c'est eux qui ont de leur faire confiance, en fait. Voilà, c'est ça. De leur faire encore plus confiance et que moi, je suis juste là pour les guider et vraiment de leur faire encore plus confiance, comme elle disait Daniela, en fait. C'est intéressant ce qu'elle disait, de vraiment leur redonner de la confiance. Voilà. Et là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire avec lui la prochaine fois que je le vois? Bon, bref. Ah tiens, on en profite. Un truc important. Si vous avez votre sujet qui vient vous voir, qui se sent bien, qui a un bilan positif, alors vous avez programmé une séance. Vous faites quoi? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et ben, j'ai dit, j'ai rien à vous faire. Au revoir, monsieur. Je n'ai pas fait payer et je lui ai dit au revoir. Très bien, effectivement. Votre objectif principal, c'est quand même l'autonomisation du sujet, pas créer de codépendance. S'il n'a pas besoin de vous, il n'a pas besoin de vous. S'il a des doutes sur le fait d'avoir besoin de vous ou pas, c'est à vous de voir aussi s'il a vraiment besoin de vous. S'il n'a pas besoin de vous, bah, il n'a pas besoin de vous. Rassurez-le, félicitez-le sur ses progrès à venir, sur les progrès qu'il a déjà eus et sur la marge de progression qu'il a eue sur le coup et la dynamisation qui est positive pour lui. Et laissez-le terminer sa dynamisation. Si il est sur une route de la résilience qui est correcte pour lui et que c'est en marche, autant le laisser autonome là-dessus, avec 2-3 petits conseils si nécessaire. Mais sinon, effectivement, pas besoin de nous, pas besoin de nous. Sûr, ça vous fait perdre une séance. Vous avez perdu 1 heure pour rien. Mais en attendant, ben, les 80 € ou les 60 € que vous n'avez pas encaissés sur ce coup-là, d'un point de vue commercial, déjà, c'est gagner la fidélité d'un patient qui sait qu'il vous a bouffé 1 heure et que vous ne pouvez pas la remplacer et que vous n'avez pas fait payer. Vous allez dire, putain, il est honnête ce type, déjà. De deux, il va devenir ambassadeur dans la fidélisation des gens que vous allez toucher plus tard. Et à long terme, je vous garantis que vous y gagnerez commercialement. Et en plus, il y a la question d'éthique et de déontologie. Donc, positionnement éthique et déontologique, l'objectif, c'est pas de créer une codépendance sectaire d'un client envers vous. C'est de pouvoir le laisser libre au cours de reprendre sa vie sans vous. Qu'il vous laisse un avis positif ou pas, que tout se passe bien pour lui ou pas, quelle que soit la démarche qui est entamée, votre objectif, c'est qu'il fonctionne sans vous à la fin. Donc, bah, la meilleure possibilité que vous pourriez avoir quand votre sujet revient et qu'il n'a pas besoin de vous, c'est de lui dire, monsieur ou madame, c'est génial ce que vous avez mis en place. Vous n'avez pas besoin de moi. Continuez comme ça. Et puis, si jamais vous sentez que ça rebloque à un moment donné, vous m'appelez. Mais là, il n'y a pas besoin. On se revoit plus tard. Allez, salut. Et puis, ça suffit. C'est ce que je lui ai dit. C'était un jeune homme que j'avais suivi un petit moment. Je lui ai dit, mais vous avez plus besoin de moi? Je lui ai dit, j'ai rien à vous faire comme séance aujourd'hui. Ah bon, il m'a dit, ben non. J'ai dit, j'ai rien. J'ai dit, donc, vous pouvez rentrer à la maison. Ouais, c'est mon positionnement aussi. Voilà. S'ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de nous. Et comme un médecin vous le dirait, je pense. Il n'irait pas vous faire des examens pour rien. Donc ça fait partie aussi d'une petite réflexion, un petit bonus déontologique à poser. Comment vous vous positionnez face à un patient qui vient vous voir et vous voyez pertinemment qu'il n'a pas besoin de vous. Ou juste du tout petit truc qui va vous prendre 5 minutes et qui, au bout du compte, ne justifie pas une séance. C'est intéressant de se poser la question des fois. De se dire, quelle est la limite qui fait que je rentre dans une théologie de prise en charge ou une déontologie d'autonomisation? Qu'est-ce qui fait que je le prends en séance ou pas? Question qu'on a tendance à pas se poser et on se dit, bah, à partir du moment où il est là, il va vous faire 1 heure, il faut quand même que je lui fasse une séance. Ou à partir du moment où il est là, c'est qu'il attend vraiment quelque chose, donc il faut vraiment que je lui fasse une séance. Non, n'ayez pas peur de ça. Concrètement, c'est vous le patron, c'est vous le pro, lui, il ne sait pas ce que c'est.
Donc, il ne sait pas s'il a besoin de vous ou pas. Ce sera à vous de le définir. Ça va? Chouette. Petit tour de table pour savoir comment c'était. Donc, Nat, on a déjà eu ton avis. Asia? Je tenais à remercier Nathalie pour le partage de cette séance, parce que grâce à toi, on a beaucoup appris. Donc, merci. Et merci Jérémy, merci à tous. Merci à toi. Matt? Également, merci Nathalie et merci Jérémy, parce que du coup, ça aide d'avoir aussi ton regard qui zoome sur certains points et qui nous fait réfléchir. Et ouais, ça permet à certaines connexions de se faire dans mon cerveau, donc j'ai appris des trucs. Chouette. Merci, Matt. Daniela? Merci Nathalie pour ta générosité. Jérémy, évidemment, de ton temps et puis d'amener ton expertise en fait dans ces séances. C'est la première fois que je participe, mais c'est vraiment enrichissant. Je trouve intéressant la manière qu'on chemine en fait depuis un point de partie, puis ça fait un tas de choses en fait autour. Et finalement, voilà, c'est une boucle qui est très intéressante parce que tout est assez cohérent. Il y a un lien qui est très utile. Donc, bonne expérience, merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. Jérém? Merci à tous. C'était encore une fois, c'était très intéressant, très instructif. Et c'est vrai que cette partie positionnement éthique, je trouve personnellement qu'on ne la voit pas assez. Et ça fait du bien comme piqûre de rappel. Merci, Jérém. Nico? Bonjour à tous, j'étais en voiture donc je n'avais pas mis ma caméra. Alors merci à tous, merci Nathalie d'avoir présenté ce cas pratique sur lequel on a pu bosser. Merci à Jérémy et à tous les autres d'avoir pu mettre déjà en avant toutes les choses positives qu'avait pu mettre en place Nathalie et à la fois ouvrir à d'autres possibles en mettant des éléments objectifs de voici tac tac tac, à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire, hein, qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc très riche, je le reprendrai en replay à l'occasion et ouais, chaque fois il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels au début la demande initiale a challengé pour voir quelle serait la demande plus profonde du sujet et après toutes les autres dynamiques et toutes les choses à voir. Super. Bah, écoutez, sur ce, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions que vous vouliez aborder encore? C'est tout bon? Chouette. Ah, c'est bien, pour une fois, on va finir tôt. C'est rare. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à trouver déjà un nom pour ce live. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais trouver. Et puis, à se retrouver d'ici un mois sur le prochain. Vous verrez, je vais vous proposer plein de choses là sur le mois de septembre. Je pense que... Qui avait suivi les ateliers? Il y en a parmi vous là qui ont suivi ou qui ont vu le replay des ateliers? Ouais, Nico. Toi aussi, Asia, tu avais vu le replay des ateliers à 20 € qu'on avait fait. Ah oui, Ouais, oui. vous en avez pensé? Vous en avez pensé quoi, ceux qui l'ont suivi? Franchement, moi j'ai adoré. C'est vrai, J'ai ça t'a adoré. apporté des choses? Oui, en plus, le premier, il a fait que la séance, j'avais déjà un regard dessus, j'ai eu l'occasion de la redécortiquer encore plus à la lumière des infos que j'avais avec la formation trauma. Et puis, ça m'a poussé à de nouveau aller repotasser certaines choses. Donc, on a carrément... ouais, merci, Jérémy. Avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on a pris une vraie séance que j'ai tenue et on l'a décortiquée pendant 2 heures d'atelier, tant d'un point de vue déonto, stratégique, technique. Et on a repris des exercices derrière qui permettaient de vraiment construire quelque chose autour de cette séance. Il y a eu 2 ateliers sur la même séance, c'est-à-dire qu'il y a eu 4 heures au total, en 2 fois 2 heures, de travail de décortication d'une véritable séance en vidéo.
Et puis, l'objectif, c'est de voir un petit peu comment ça répondait. Donc, elles sont dispo en replay si vous voulez y accéder à 20 € l'une. Et justement, je pense qu'on va réitérer. Je pense qu'on va refaire des ateliers comme ça. Je vais vous en reproposer certainement un en septembre, et puis après un à raison d'une fois par mois, qui seront à la fois disponibles en live, et puis ensuite derrière, en replay, pour ceux qui ne l'auront pas vu. Voilà, vu que ça a bien marché et que ça a plu, je pense qu'on continuera. Ça vous plairait? Ouais. Chouette. On va faire ça alors. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, bossez bien. Et on se revoit bientôt. N'hésitez pas à partager vos trucs sur le Lab des praticiens. À bientôt. Merci. Tous. Salut. Salut.